Depuis les collines, voici Barcelone. Entre mer et montagne, la ville est depuis des siècles le terrain de jeu des plus grands architectes. Ville fière et anticonformiste, la capitale catalane connaît depuis une vingtaine d'années de profondes mutations. Sur le front de mer, voici Joan, architecte et urbaniste. Il est né à Barcelone et depuis 1992, il a vu sa ville se transformer. Depuis les Jeux Olympiques, on a commencé à réaménager tout le front littoral, on l'appelle comme ça. Et ça a été un changement complet parce qu'avant, la ville était un peu tournée. Et on regardait plutôt la montagne et pas la mer. Il y avait beaucoup d'industries, donc si on habitait dans la ville, tu avais toutes les industries qui cachaient un peu la vue sur la mer. Et on voit la mer, non, maintenant. On ne la voyait pas avant, on ne savait pas où on était. Ce matin, Joan se rend au pied du Colom. C'est le nom donné par les Barcelonais à ce symbole qui marque l'une des principales entrées de la ville. C'est ici que commencent les fameuses Ramblas. Depuis la mer, traditionnellement, c'est par là que le voyageur entre dans Barcelone. C'est une mosaïque qui a été dessinée par Joan Miró, l'artiste, et qui nous donne la bienvenue à la ville. En tout cas, à tous ces gens-là, tous ces gens qui arrivent de la mer et rentrent dans la ville. Ça montre un peu la mer, la partie bleue, et cette flèche qui rentre dans la ville par la Ramblas, comme nous maintenant. C'est très lié à la Méditerranée, parce que justement, Ramblas, c'est un mot qui existe, je crois, seulement en catalan. Et dans les villes catalanes, chaque ville a sa propre Rambla. C'est un lieu pour se promener, pour rencontrer des gens, pour se faire voir. C'est un lieu de vie sociale très important. Aujourd'hui, les Ramblas attirent les milliers de visiteurs de la ville. Ils viennent admirer les façades du 19e siècle. Car à cette époque-là, les grandes familles bourgeoises se sont fait édifier de véritables palais. Comme ici, dans une petite rue adjacente aux Ramblas. Voici le Palau Güell. C'est l'un des plus renommés de Barcelone. Il tient son nom de son propriétaire, Eusebi Güell. Né en 1846, l'industriel fait fortune dans les mines, les transports et le tissage. Mais cet homme est surtout un esthète passionné par les arts. Sa rencontre avec un génie va bouleverser l'histoire de l'architecture. Antoni Gaudí est alors un jeune architecte qui cherche de nouvelles voies. Son talent et la fortune de Güell vont faire des merveilles. Le Palau est la première commande importante que fait l'industriel. Nous sommes en 1885. Et derrière ces grilles, Gaudí exprime tout son talent. Le premier défi que relève l'architecte est de créer des perspectives. Et de faire entrer le maximum de lumière. Pour cela, il imagine des solutions étonnantes, comme ici, dans le hall du premier étage. Il crée comme une triple façade, mais transparente.
Première façade, deuxième façade, troisième façade. Chacune d'elles laissant entrer le maximum de lumière de l'extérieur. Mais si Güell voulait être curieux, c'était aussi possible, car depuis cette tribune, on peut voir les Ramblas, qu'il adorait. On disait que Güell aimait ramblear, c'est-à-dire se promener sur les Ramblas et parler avec les gens. Chaque solution mise en œuvre par Gaudi est au service des envies et des passions de son commanditaire. Exemple, avec la pièce principale de l'édifice. Les Güell sont des grands amoureux de musique, des fans absolus de Wagner. Et ils veulent dans leur palais un lieu pour donner des concerts. Gaudi imagine donc avec une maestria incroyable cette pièce qui a les meilleures caractéristiques acoustiques possibles pour l'époque. Dans cette salle, la famille recevait la haute société de Barcelone. Mais comme l'indiquent certains tableaux, ce lieu avait aussi une autre fonction. Dans ce salon, il y a ces grandes portes. Quand elles sont fermées, c'est un espace civil. Mais quand on ouvre ces portes, on voit à l'intérieur les visages peints des 12 apôtres. Parce qu'en réalité, c'est l'oratoire de la maison. Gaudi soigne chaque détail du bâtiment, jusqu'à la terrasse sommitale. On trouve ici ce qui sera l'une de ses signatures. Ces cheminées, recouvertes de céramique de couleur. C'est un laboratoire pour Gaudi. Un laboratoire de ce que sera son architecture, un peu comme une prémonition. Ensuite, il travaillera sur des formes plus ondulées, plus incurvées. Mais déjà ici, on trouve toute sa capacité de dessin, de construction, d'architecture. Et cette collaboration entre Güell et Gaudi ne fait que commencer. Petit matin, sur les hauteurs de Barcelone. Le parc Güell s'éveille. C'est ici, dans cet amphithéâtre naturel, face à la Méditerranée, qu'en 1900, Gaudi et Güell imaginent leur projet le plus novateur. L'industriel commande à son architecte une cité-jardin, un refuge où la bourgeoisie de Barcelone pourrait fuir la pollution et le bruit de la ville. Il imagine créer ce qu'on appellerait aujourd'hui un lotissement. Et pour attirer les acheteurs, Güell va se transformer en promoteur immobilier. Cette maison, c'était la maison témoin de ce que l'on pourrait appeler le lotissement. C'était pour montrer aux gens qui étaient intéressés à quoi pouvait ressembler une maison et son jardin. C'est vrai qu'une maison de témoin à cette époque, ça peut paraître étrange. Mais en fait, créer une zone urbaine de 60 parcelles où chacun pourrait acheter sa maison, ça, c'était vraiment étrange pour l'époque. Et ils ont dû penser que s'ils ne faisaient pas un exemple, pour montrer à quoi tout cela pourrait ressembler, les gens ne viendraient pas. Malgré cela, le projet est un échec fracassant. Seules 3 parcelles sont vendues. De cette cité idéale, il reste les espaces publics, imaginés par Gaudi. Le visiteur de l'époque entre dans le jardin par le grand escalier. Il permet d'accéder à cet espace étrange qui devait accueillir le marché couvert. Au-dessus, voici la grande place. C'est le cœur de la cité.
C'est l'espace commun le plus important du lotissement. C'est ici que devaient se tenir tous les événements. Et là, on a un élément clé du parc Güell, qui est le banc ondulé. Au lieu de mettre une barrière, il construit une structure qui empêche les gens de tomber et a un double usage. C'est une barrière et un banc. Je m'assois. Si vous vous asseyez dans la zone extérieure, les gens sont plus séparés. Par contre, si je m'assois ici, j'ai des gens à côté de moi et c'est plus facile de converser. Vous pouvez choisir le lieu où vous vous asseyez. Plus d'un siècle après sa construction, cet élément symbolique est toujours accessible au public. On a réfléchi. Certains voulaient empêcher les gens de s'asseoir. Mais moi, je trouve que c'est vraiment dommage de venir ici et de se trouver face à une barrière qui vous empêche de passer. Donc, on a décidé de laisser les gens accéder au banc et s'asseoir. Mais c'est vrai que la conséquence, c'est qu'ils s'abîment. Donc, on doit en prendre soin et le restaurer souvent. Depuis un peu plus d'un an, l'accès à la place centrale est payant et le nombre de visiteurs limité. Car le parc demande une attention de tous les instants. Les matériaux utilisés par Gaudi sont en effet très fragiles et parfois étonnants, comme sur cette croix. La croix est recouverte d'assiettes et de tasses. Elle a un relief très différent de ces carrelages qui sont plats. Et quand le soleil frappe la croix, elle brille d'une façon très particulière. Et si vous regardez la cheminée de l'autre bâtiment, ce sont des tasses de café coupées en deux et collées à l'envers. Donc quand on a restauré ces bâtiments, on a dû acheter des tasses, des assiettes et tout ce qui manquait pour reproduire ce que Gaudi avait fait. Une nouvelle phase de travaux commence justement sur le toit d'un des bâtiments de l'entrée du parc. Des artisans spécialisés sont au travail. Ils nettoient le trancadis. C'est le nom donné à ces mosaïques réalisées avec des morceaux de faïence. Alors, c'est dans quel état ? C'est le premier jour, là, donc c'est une première prise de contact. Oui. Mais moi, je trouve que la faïence est plutôt mieux que sur l'autre toit. Les pièces sont plutôt en bon état. Mais bon, les joints, ce qu'elle est en train de nettoyer en enlevant toute la mousse et les éléments végétaux, sont abîmés. Le mortier est devenu poreux et l'eau peut entrer. Ce sont des édifices fragiles et difficiles à entretenir, car la main-d'œuvre a beaucoup augmenté en un siècle et ils demandent des soins quotidiens. Il y a du travail jusqu'à la fin de notre vie. J'imagine ce que devaient penser les gens de l'époque. Ils devaient se dire « Gaudi, il est vraiment étrange ». Mais bon, d'un autre côté, il y avait Güell, qui avait confiance en lui et qui payait. Et on a vu ce que ça a donné. Je pense que Barcelone sans Gaudi, ce ne serait pas la même ville. Retour au cœur de la ville. Voici la façade du dernier bâtiment civil construit par Gaudi. Les Barcelonais appellent cette maison la Pedrera, un nom qui signifie la carrière. Depuis quelques semaines, une partie de la façade est invisible. Car ici aussi, on entreprend de grands travaux de sauvegarde. Sur le toit du bâtiment, nous rencontrons Ramon Garriga. Il est architecte et depuis plus de 25 ans, il veille sur cette maison emblématique. Ici, sur le toit, ce qui est fondamental, c'est la liberté que Gaudi prend avec l'architecture quand il crée ses formes. Je crois que la Pedrera, c'est vraiment la liberté totale pour Gaudi. Pour moi, c'est la maison la plus importante qu'il ait construite. Ce matin, grâce à Ramon,
nous pouvons nous approcher au plus près de la façade du bâtiment. Hola, buenos días. La totalité des blocs de pierre sont en cours de restauration. Ça, c'est l'acier qui supporte les blocs de pierre. Et vous voyez qu'il est très proche de la surface. Et donc avec l'oxydation due à cette pierre qui est très poreuse, ça a causé une fissure qui peu à peu s'est ouverte. Il faut les surveiller tout le temps, sinon on pourrait même avoir des pierres qui tombent dans la rue. Cette façade de la Pedrera est encore un exemple du génie de Gaudi. Car ici, les blocs de pierre ne supportent pas le poids du bâtiment. Accrochés à une structure en acier, ils forment une deuxième peau. Cette technique permet à l'architecte d'imaginer les formes les plus étranges. Théoriquement, cette façade, on pourrait l'enlever et le bâtiment ne bougerait pas. C'est un peu comme un rideau de pierre. Gaudi était en permanence sur le chantier. Il avait une maquette au sous-sol et parfois il prenait un morceau de cette maquette et il montait sur la façade pour vérifier que les formes qu'il avait imaginées étaient bien reproduites. La façade est aussi nettoyée des traces de pollution, afin qu'elle retrouve sa couleur beige d'origine. Maintenant, si vous venez par ici, vous allez voir la partie de la façade qu'on a terminé de nettoyer. C'est vraiment une mer de pierre. Ce sont comme les vagues de la mer. Et j'ai lu dans un livre que quelqu'un a écrit que c'est comme un poing. Ça, c'est le profil de la Pedrera. Et c'est 4 étages. Et ce point, il regarde les passants. C'est comme un défi. Comme si la Pedrera disait « Eh oh, je suis ici ». À l'intérieur de la maison, on retrouve les mêmes formes étranges, inspirées du vivant. L'édifice semble onduler. Ici, depuis plus d'un siècle, rien n'a changé. Même l'ascenseur est d'époque. C'est l'original. On n'a absolument rien changé. Vous pouvez regarder à l'intérieur. Il dessert les 4 étages de l'édifice. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer un appartement. Aujourd'hui, ce sont des bureaux, mais la structure originelle de Gaudi n'a pas changé. Tout est organisé autour du patio central pour laisser entrer le maximum de lumière dans l'appartement, avec le couloir qui distribue les pièces. Ici aussi, on retrouve l'inspiration de l'architecte, dans les moindres détails. Ça, c'est du plâtre. Et regardez, ils l'ont fait avec les doigts. Il était sur une table et le plâtrier faisait les formes avec son pouce. Et là-haut, il y a encore d'autres marques de doigts. Je crois que cette forme lui plaisait et ça correspondait au travail des mains du plâtrier. Et ça rend vraiment bien, non ? 2 mois se sont écoulés. Les travaux sont terminés. La célèbre maison a retrouvé son éclat et ses teintes du début du XXe siècle. Gaudi est encore aujourd'hui une source d'inspiration pour les plus grands architectes. Régulièrement, des bâtiments étonnants apparaissent dans le paysage de la ville. Comme la Tour Akbar, construite par l'architecte Jean Nouvel.
c'était peut-être le premier bâtiment qu'on a construit dans ce quartier, dans les début des années 2000. Jean Nouvel, quand il parle de ce bâtiment, il dit qu'il s'est inspiré d'un côté de Gaudi, avec ses mosaïques, ses couleurs, de l'autre côté de la montagne de Montserrat, qui est un symbole aussi dans la Catalogne. Et donc il dit que la tour est comme un geyser qui sort de la terre vers le ciel, avec ses couleurs un peu bleues, comme l'eau. À quelques pas de la tour de Jean Nouvel, un autre édifice étonnant vient de sortir de terre. Voici le nouveau marché aux puces des Incants. Normalement, on est habitué à voir des marchés aux puces beaucoup plus vieux, pas aussi modernes que ça. Bon, c'est un peu la façon de faire à Barcelone, non? On aime bien les choses qui sont très modernes. Et sur le toit, on voit ce miroir qui montre un peu ou qui reflète ce qui se passe dans le marché et aussi ce qui se passe dehors dans la ville. Et pour moi, c'est une sorte de métaphore de la ville de Barcelone qui aime beaucoup se regarder elle-même, se montrer. Non, comme elle s'aime beaucoup, elle aime bien se montrer. Et voilà, ça c'est un peu le reflet de ça, non? Le reflet en double sens ici. Nous quittons les Incants pour découvrir un autre marché de la ville. Voici la Boqueria. Situé sur les Ramblas, c'est certainement le plus couru de Barcelone. Dans cette ville de goût, la gastronomie tient une place primordiale. Et dans ce domaine aussi, on fait souvent preuve d'anticonformisme. Une nouvelle génération de chefs réinterprète aujourd'hui les grands classiques. À 30 ans, Toni Romero est l'une des stars de la cuisine catalane. Moi, je passe toujours par les côtés, parce que la porte principale est souvent saturée par les touristes. Patricia, une de ses amies françaises installée à Barcelone, l'accompagne. Oh, regarde là, les volailles, elles sont super belles. Et les escargots. Cette passionnée veut faire découvrir cette cuisine catalane en pleine mutation. On va aller acheter des calamars. C'est l'époque en ce moment et ils sont vraiment fabuleux. C'est la recette mer et montagne dont je t'ai parlé. Des calamars avec du foie. Les calamars en ce moment c'est la saison et ils sont incroyables. On les nettoie, juste un petit peu et grillés et c'est super bon. La dernière fois, moi j'avais goûté justement la version Mar y Montaña du calamar avec du foie gras à l'intérieur. C'était délicieux. Je pense que c'est ce qui veut préparer ce milieu restaurant en fait. En Catalogne, il y a une tradition de faire des recettes mer et montagne. C'est mélanger des produits de la mer et des produits de la terre. Par exemple de la viande avec du poisson ou un plat typique ici, des saucisses avec de la sèche. Ça donne vraiment une autre dimension gustative. On reconnaît le goût des deux produits, mais ça ouvre à d'autres saveurs. Toni s'inspire aujourd'hui de cette tradition pour créer une autre cuisine. Car dans cette ville, ce que l'on aime avant tout, c'est casser les codes. Ça, c'est une cuisine très traditionnelle. Mais ce qui se passe, et moi, c'est ce que j'aime bien à Barcelone, c'est qu'en fait, cette recette, elle est toujours revisitée, remise à jour. C'est super de faire le marché avec quelqu'un comme Toni, avec un chef aussi avant-gardiste, mais aussi qui connaît parfaitement les recettes traditionnelles, quoi. Les courses terminées, Toni fait toujours un arrêt chez Joan. C'est la star de la Boqueria. Un passage obligé. On vient ici pour déguster ces fameuses tapas. Podries marxar una de berberechos. Una de berberechos. Sí. Una de berberechos. Como mejillones. Berberechos. C'est des moules, des coques. Elles sont avec leur roux. Ouais, des coques, ils viennent de les ouvrir. En fait, on les voit là-bas, ouverts à la vapeur avec un petit filet d'huile. Ça se mange avec les doigts ou avec une fourchette. Ici, on appelle ça tapear. Passer un petit moment ensemble autour d'un plat. Ça
moment de partage, on est debout, etc. On n'a pas le temps, mais on le prend. Tu commandes plein de plats et tu partages. C'est vraiment très informel. Contexto más informal, pues es esto. El micro me lo dejo puesto. Pour le chef, il est l'heure de rejoindre son restaurant. Il se situe dans le petit quartier populaire d'Al-Raval. Au menu du jour, une nouvelle tapas. Sur une peau de poulet grillé, Tony ajoute un mélange à base de chair de pince de homard. C'est comme un tartare, on ajoute un petit peu de citron vert, huile d'olive, échalote, un peu de piment, sel et poivre, et c'est tout. Grâce à des chefs comme Tony, la cuisine catalane est devenue en quelques années l'une des plus créatives d'Europe. On évolue chaque jour, et il y a toujours des gens qui essayent d'être avant-gardistes. Je pense que c'est un peu cette innovation qu'on essaye de mettre dans notre cuisine. Dans un autre quartier du centre historique de la ville, de jeunes chanteurs rejoignent leur salle de répétition. Ils font partie du célèbre chœur du Palau de la Música et se préparent pour leur premier concert de la saison. Pour Estelle Nabona, le chef de chœur, c'est un moment important. Cela fait des mois qu'il prépare ses élèves. Pour la première fois de la saison, ils vont chanter dans la grande salle. C'est un lieu emblématique et chargé d'histoire. On a cet espace et toute cette tradition de travail de qualité, et il y a aussi l'histoire. Pendant le franquisme, par exemple, on a chanté ici le chant du drapeau, qui est un des hymnes de la Catalogne. Et la police est entrée et a évacué la salle. Jusqu'à Pau Casals, qui a donné ici une nouvelle symphonie au moment même où a éclaté la guerre civile. Donc il s'est passé ici beaucoup de choses liées à l'histoire de la Catalogne. Sur la grande scène, c'est l'heure des derniers réglages. C'est une salle qui est pensée surtout pour la voix et pour des pièces comme celle-ci, qui sont des pièces pour chœur et orchestre du 19e. C'est vraiment une très bonne salle et c'est toujours une grande émotion. Le Palau vient d'être entièrement restauré et il retrouve aujourd'hui son éclat de la fin du 19e siècle. À cette époque, c'est un chœur d'ouvriers, le célèbre Orfeo catalan, qui commande sa construction à l'architecte Dominic i Muntaner. Celui-ci imagine alors ce bâtiment symbolique. On est vraiment ici dans un autre moment, un autre univers. En entrant, on passe de la ville, de la pollution, d'un quartier très vivant, avec beaucoup de pression, de travailleurs, de prolétaires, à un monde imaginaire. C'est ce que voulait l'architecte Dominic i Muntaner. C'est un sas. On laisse les angoisses du travail et à mesure qu'on monte les escaliers, un univers floral s'ouvre à nous. Sur la terrasse du Palau, l'architecte crée un lieu étonnant. On entre dans un jardin secret. C'est un des lieux emblématiques du Palau. Cet impressionnant jardin de mosaïques nous annonce que nous avons quitté la ville et que nous pénétrons maintenant dans un monde onirique et de fantaisie. Ce soir, pour la reprise de la saison, la salle est pleine.
la musique emplit la grande salle du Palau, la nuit tombe sur Barcelone. Comme un phare, la tour Akbar se teinte aux couleurs de la ville. Les façades des palais modernistes s'illuminent. Ce soir, le cœur de la ville se prépare à vibrer au rythme d'un vieux rite païen. Dans les rues, les diables apparaissent. Ils sont au centre du Correfoc, ce qui veut dire les feux qui courent. Chaque année, à la fin du mois de septembre, cette tradition catalane venue du fond des âges rassemble des centaines de personnes. Ça représente vraiment ce qu'est une fête païenne. On fait tout ce que normalement on ne peut pas faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et c'est pour cela qu'on a ces costumes de diable. C'est notre symbole. C'est une fête qui vient de très loin, mais aujourd'hui, ce qui reste toujours, c'est l'envie de faire la fête et de l'adrénaline. Ça, c'est éternel. Et voilà à quoi ressemble le Correfoc. Le feu envahit les rues. Chaque quartier a sa troupe et sa musique. C'est une immense parade. En famille, on vient défier les diables. C'est pour repousser les ténèbres et l'hiver que traditionnellement les rues s'embrasent. Cette nuit promet d'être longue. Comme souvent à Barcelone, on se couchera tard. Car dans cette ville anticonformiste, la fête aussi a un goût spécial.